Bonjour, bienvenue dans Place to Be, le journal de la mi-journée. Comme chaque jour depuis le début de cette semaine, nous sommes très heureux de vous proposer cette édition très spéciale, construite, réalisée par une équipe de journalistes, contributeurs, community managers, développeurs, blogueurs, toute une équipe de bénévoles qui a décidé de s'engager pour raconter différemment le climat à l'occasion de cette COP21. Pendant toute cette semaine, vous retrouvez tout un tas d'informations sur notre site placetobetoulouse.org et sur ce journal à la mi-journée, nous sommes en direct pendant 1 heure pour vous proposer des histoires, des idées, des solutions, une information positive, concrète et de proximité autour du climat. C'est parti, Place to Be, le magazine de la mi-journée, au sommaire ce midi. Tout d'abord, je suis un poisson et je fais pousser des fraises. Qui suis-je? C'est le premier quiz de cette mi-journée avec le coup de cœur start-up du jour. Il y a le 4e pouvoir, le 5e élément, le 7e art, mais aussi le 8e continent. Vous savez peut-être ce que c'est. En tout cas, Marine Munier est allée vous demander de nous aider à nous expliquer ce qu'est ce 8e continent. On va le découvrir dans ce magazine ensemble. Il se dilate, il monte, il s'acidifie et en plus, on l'oublie, l'océan est pourtant l'un de nos meilleurs alliés dans la lutte contre le réchauffement climatique. L'océanographe Catherine Jondel viendra nous en parler tout à l'heure. Elle travaille pour le CNRS et elle œuvre beaucoup à la vulgarisation scientifique. Parce que je le vaux bien, après le bricolage hier, le tuto qui tue aujourd'hui, ce sera un atelier maquillage et c'est promis, mesdames, nous deviendrons particulièrement prodigieuses. Nous en utilisons 15 milliards chaque année, c'est la barquette alimentaire en plastique. Elle a trouvé son meilleur ennemi ici à Toulouse, il s'appelle Cellulopac, on découvrira ce produit miracle. Et puis on retrouve aujourd'hui notre dessinateur, il a changé de trait, c'est Vincent Gardel. Il est au crayon ce midi pour dessiner, rendre concret et visible tout ce discours sur le climat. On suivra trait à trait sa progression pendant l'émission. Désolé, c'est assez mal poli pendant le déjeuner, mais Vanessa Stone nous a proposé de nous parler de caca, c'est la revue de presse en anglais. Et puis on finira, comme chaque jour, par le livre du jour avec notre libraire préféré, c'est Daniel Luciani qui viendra nous présenter le livre du jour. Le magazine Place to Be, c'est parti, on y va. On commence avec un aquarium. Pierre Oswald, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc venu avec un aquarium. Effectivement, un aquarium un peu particulier qui repose sur un principe qui s'appelle l'aquaponie. C'est quoi l'aquaponie? Alors l'aquaponie, c'est une technique de culture qui repose sur un principe qui est très simple. C'est le fait de récupérer de l'eau souillée par des poissons et de s'en servir comme un engrais naturel pour nourrir des plantes qui poussent sur le dessus. Vous parlez déjà de caca en fait. Exactement, on a déjà commencé. En fait, c'est le caca du poisson qu'on récupère, comme à la campagne. Ce caca de poisson sert d'engrais naturel pour les plantes. Donc, il y a un circuit fermé, on peut dire, le caca du poisson qui remonte et en fait qui sert d'engrais naturel au bac à plantes qu'on voit au-dessus de l'aquarium. Exactement. En fait, vous avez ici la partie aquarium, vous avez au-dessus les plantes et le principe de fonctionnement, c'est que les plantes aspirent l'eau souillée par le poisson afin de se nourrir et également de filtrer l'eau de l'aquarium. Alors, ça, c'est quoi? C'est un objet que vous vendez? Exactement, c'est un mini système aquaponique, ça représente un petit écosystème et c'est un objet que nous commercialisons maintenant depuis un peu plus d'1 an et demi et qui permet à tout le monde d'avoir un aperçu de ce qu'est l'aquaponie. Le premier objectif, c'est quoi? C'est un objectif pédagogique pour montrer qu'en fait, le cycle de la vie est simple? Exactement, le but c'est de montrer aux enfants et à certains citadins qui ne le savent pas que le principe de la vie, le principe du fonctionnement de la nature est très simple et surtout qu'il n'est pas que dans les campagnes et qu'il peut exister partout, même en ville. Le deuxième, c'est quoi? C'est qu'on peut vraiment faire pousser des plantes? Alors le deuxième, c'est quelque chose d'utile parce qu'effectivement, c'est la technique la plus naturelle qu'on peut utiliser aujourd'hui pour faire pousser ces petits aromates dans la cuisine, pour pouvoir les utiliser et les consommer dans vos petits plats tous les jours.
Mais concrètement, alors c'est vrai qu'il y a l'aquarium, il y a des gens qui aiment bien les poissons rouges, mais c'est toujours un peu pénible de nettoyer un aquarium et d'avoir cet entretien. Là, c'est plus simple. En général, c'est effectivement très pénible de nettoyer un aquarium. C'est aussi très pénible de devoir arroser des plantes parce que souvent on oublie ou on en met trop. Là, ça fonctionne tout seul comme dans la nature. Donc c'est le poisson qui nourrit les plantes. Les plantes nettoient l'eau de l'aquarium en se nourrissant de cette eau souillée. Donc vous n'avez jamais besoin de changer l'eau de l'aquarium et vous n'avez jamais besoin d'arroser les plantes qui poussent dessus. Alors, vous êtes une start-up, donc vous débutez une activité. Aujourd'hui, votre marché, concrètement, en termes de vente, c'est d'abord qui ? Alors, notre marché, aujourd'hui, c'est d'abord les particuliers. D'abord les particuliers, ensuite les écoles, et puis petit à petit les entreprises. Comment vous êtes accueilli avec ce produit ? Alors, l'accueil est très positif. Vraiment, toutes les personnes à qui on en parle et vers qui on va sont très contentes de découvrir le fonctionnement de ce produit et le fonctionnement de la nature. Donc c'est plutôt très positif pour l'instant. Alors, ce qui nous a plu aussi à la rédaction de Place to Be, c'est que c'est vrai, quand on est parti sur le challenge de dire qu'on va raconter différemment le climat, on a tout de suite pointé le problème de ce récit du climat qui était trop théorique en général dans les médias. Et vous, ce qui nous a plu, c'est qu'en fait, vous racontez le climat finalement de manière très pratique. Ça, c'est quelque chose de porteur, en fait. C'est un message presque, votre aquarium. Effectivement, c'est très pratique, c'est quelque chose que vous pouvez avoir tous les jours et le message c'est un peu de dire la COP21 c'est pas qu'une semaine, 10 jours maintenant, c'est tous les jours qu'il faut faire attention chez vous et l'objectif de ce petit produit c'est de faire prendre conscience à tout le monde tous les jours qu'on peut faire des petits gestes au quotidien. Ça vous intéresse, vous, personnellement, la COP21 ? Alors oui, ça m'intéresse beaucoup. Après, vous la suivez ? Je la suis. Est-ce que vous êtes intéressé et confiant dans la capacité que nous avons effectivement à prendre conscience des enjeux climatiques ? Alors, je suis confiant dans la capacité qu'on a à prendre conscience de ces enjeux climatiques. Je pense que ça passe par l'éducation de tous les jours et que donc ça se passe à l'école. Je pense qu'il est beaucoup plus dur pour un adulte de changer ses habitudes et de prendre conscience de tout ça quand on a derrière nous 20, 30, 40 ans de mauvaises habitudes que de les faire prendre aux enfants maintenant. Alors le côté très positif, c'est qu'en parlant maintenant, les enfants grandissent avec ce côté nature et COP21 dans l'esprit. Aujourd'hui, Pierre Oswald, vous avez besoin de quoi pour développer votre start-up ? Aujourd'hui, j'ai besoin que tout le monde offre un petit osarium à Noël en cadeau intelligent et économique. Alors on peut faire un petit coup d'œil sur le dessin de Vincent Gardel qui est en train de croquer en direct ce que vous faites. Alors c'est intéressant parce qu'on voit le cycle dans votre aquarium. Pierre Oswald, en fait, on voit un poisson, les poissons, on les voit ? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, vous avez le poisson qui est en bas. C'est vraiment la partie du bas est vraiment un aquarium tout à fait classique. Notre différence, c'est la partie du dessus, le filtre de l'aquarium qui fait pousser des plantes. Et je disais en amorce des fraises, mais en fait sur vos plantes vertes, là, on peut effectivement mettre par exemple des herbes aromatiques, des petites fraises, des choses un peu plus variées. On peut imaginer faire pousser tout type de végétaux. Effectivement, nous, on conseille de mettre des plantes aromatiques ou des fraises dessus. C'est ce qui marche le mieux. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Bon courage pour Citizen Farm, donc votre entreprise qu'on peut retrouver sur le site internet pour la découvrir. Et puis, effectivement, c'est une très bonne idée de cadeau de Noël. Nous sommes à Place to Be depuis le début de la semaine, soucieux de la proximité, de voir ce qui se passe sur nos territoires, des initiatives près de chez nous, avec les gens qui construisent notre quotidien dans notre espace. Mais on a aussi demandé à Vanessa Stone de nous faire une petite revue de presse de ce qu'on dit de cette COP21 à travers le monde, dans le monde anglo-saxon, puisque Vanessa Stone est anglaise. Bonjour Vanessa. Bonjour Cécile. Tu as fait ta petite revue de presse aujourd'hui avec des choses variées, comme chaque jour, et rigolotes pour certaines. Varié et un peu plus tranquille. Un peu plus tranquille que ces derniers jours parce que les chefs d'État sont repartis et avec eux une grande partie de l'intérêt médiatique, il faut le reconnaître. Donc c'est plus calme, comme nous le dit Tom Arup dans le Sydney Morning Herald. Le centre de presse de 3000 places aujourd'hui et
limite déserte, mais il reste quelques journalistes qui font tout de même des articles, mais ces articles sont repartis dans les pages environnement, affaires, monde. Ils ont quitté les premières pages avec les histoires people des présidents. Donc l'accent, par contre, est mis sur des solutions terrain. Donc c'est très intéressant pour nous qui sommes branchés locales. C'est très intéressant. The Huffington Post est très optimiste, très positif, et lui vante les avantages de la technologie et de l'entrepreneuriat. Il dit donc qu'ils sont beaucoup plus réactifs, beaucoup plus agiles que les lourds processus politiques. Et donc il est très optimiste quant à un progrès, à la limite, quels que soient les résultats de la COP21. Donc c'est une vision très positive. Il nous parle des panneaux solaires, des technologies relativement simples, des algorithmes complexes de calcul de consommation d'énergie, de domotique, de toute une panoplie de technologies propres. Voilà. Alors, une autre solution locale, nettement moins propre, il faut le dire, excusez-moi si vous êtes à table, il s'agit au Ghana de transformer les matières fécales humaines en combustible pour la cuisine. Tout à fait, pour la cuisine. Alors la technologie, c'est une technologie appropriée, c'est-à-dire une technologie adaptée au contexte, durable dans le contexte, en l'occurrence extrêmement simple. On prend ces matières fécales humaines, qui jusque-là étaient déversées directement dans l'océan, quand même, sans traitement aucun. Là, nouvelle initiative, on les prend, on les brûle. On les sèche et on les brûle, ce qui en fait du charbon. Bon, du charbon de caca, certes, mais du charbon quand même. Ce charbon, on en fait une poudre, on ajoute de la farine de manioc et on compresse tout ça et on en fait des petits cylindres de combustible qui sont redistribués aux populations locales et ils l'utilisent pour chauffer leur cuisine. Ils savent de quoi il s'agit et ça ne les gêne pas. On le voit sur la vidéo, sur le BBC News Ghana. Voilà, donc une solution très terre-à-terre, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui fait que la déclaration de Barack Obama dans le Winnipeg Free Press au Canada prête un petit peu à sourire dans ce contexte. Il a dit qu'il souhaite que les pays pauvres puissent sauter l'étape sale du développement. Voilà, je ne suis pas sûre qu'il soit servi à Ghana, mais voilà, merci Barack. Alors, The Sydney Morning Herald, toujours très terre-à-terre, il nous raconte que leur ministre de l'Environnement, Greg Hunt, le ministre de l'Environnement de l'Australie, est resté à Paris, alors que le Premier ministre Malcolm Turnbull est reparti. Greg Hunt est resté à Paris, très actif dans la zone bleue, donc la zone d'activité de la COP21. Il participe beaucoup. Il a notamment participé à une séance française où on lance un objectif ambitieux, pas si facile que ça d'appréhender, mais un objectif important, qui est d'augmenter par 0,4% par an la quantité de carbone retenue dans les sols. Alors, qui dit retenu, dit pas émis. Donc, c'est une bonne chose. Alors, pour l'appuyer, il cite un universitaire de Sydney, Alex McBratner, qui dit que dans les 2 mètres supérieurs des sols de la planète, on retient 4 fois plus de carbone que toutes les plantes du monde. Donc, c'est significatif, c'est important et c'est important à développer. À condition, bien entendu, de nourrir nos sols et de ne pas les bétonner. Il faut savoir que 26 mètres carrés toutes les secondes sont bétonnées. Les terres agricoles disparaissent sous le béton à un taux de 26 mètres secondes à l'heure qu'il est. Donc ça, évidemment, ces sols-là ne captent pas le carbone. Voilà, donc hormis le très climato-sceptique Telegraph, chez moi, au Royaume-Uni, eux qui publient un article ouvertement climato-sceptique, très posé, très méthodique, mais très climato-sceptique. Mais hormis le Telegraph, on a donc un tour du monde très positif, très optimiste, très constructif toujours sur ces sujets de la COP21. Voilà, et je vous retrouve demain. C'est bien. Voilà. On est content parce qu'en fait, vous arrivez à trouver aussi dans la presse internationale des sujets positifs. Et local. Tout à fait. Et Voilà. peut-être que la presse française nationale doit aussi un petit peu s'inspirer parfois de la presse anglo-saxonne. Merci Vanessa. Avec plaisir. On vous retrouve demain.
Depuis le début de cette semaine, on a envoyé notre reporter Marine Munier demander des petits coups de main à travers les rues de Toulouse, demander des petits coups de main aux Toulousains. Dans l'idée, Place to Be est un média contributif. Vous êtes tous invités à venir partager vos idées, vos solutions, vos connaissances sur les réseaux sociaux et sur notre adresse, placetobetoulouse.org. Marine Munier est allée cette fois vous demander ce qu'était le 8e continent. Regardez. 8e continent. Waouh. Là, je sais qu'il y a 7 continents. Après, non, 5 continents du coup. 8, je sais pas. 8e continent, oh, je ne pensais rien du tout. 8e continent. Franchement, 8e continent. L'Amérique, non? 8e continent. Alors, oui, ça me dit quelque chose, sauf que, voilà, pour le moment, j'ai du mal à réfléchir, quoi. Oui, ça m'évoque un continent à base de plastique, quelque part sous l'océan. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve qu'on n'en parle pas assez, que peu de gens en ont conscience et que ce serait bien de mobiliser les gens là-dessus. Vous le dites très bien, il faut en parler plus, on n'en parle pas assez. Noureddine, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est alors vraiment le 8e continent ? Déjà, c'est un continent très différent de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Océanie, de l'Antarctique, de l'Asie ou de l'Europe. En fait, il ne s'est pas formé non plus il y a des millions d'années, mais il y a seulement quelques dizaines d'années. On n'a pas du tout envie d'y aller en vacances aussi, puisque c'est un continent en fait, qui est formé de déchets, de déchets plastiques principalement, et donc qui se retrouvent au milieu des océans. Donc ces ordures, ces déchets plastiques viennent par les cours d'eau, ou sont jetés par les bateaux, ou sur les plages, quand la marée vient ramasser ce que les vacanciers ont pu oublier sur les plages. En fait, ce continent, en fait, il est formé de ces déchets plastiques qui tiennent ensemble à cause de courants qui tourbillonnent, qui s'appellent les gyres. Voilà. Il faut savoir que ces gyres, il y en a pas qu'un. On parle de 8e continent, mais en fait, il y en a 5. Il y en a un dans le Pacifique Nord, Pacifique Sud, Atlantique Nord, Atlantique Sud, Océan Indien. Donc, on a 5 zones comme ça immenses, composées donc de déchets plastiques. D'ailleurs, ces grosses poubelles géantes, on les appelle donc les soupes. Des soupes de plastique. Donc là, sur ce dessin, on peut voir donc les endroits où sont situés les continents. C'est un dessin qui est fait par Jacques Azam. Votre dessinateur qu'on adore. Oui, qui d'ailleurs, on a une vidéo qui montre très bien le 8e continent, c'est pour montrer aux enfants. Qu'on retrouve effectivement sur votre site, le 8e continent. Sur Un jour une actu. Un jour une actu. Voilà. Ou sur Place to Be ce soir, je pense, que Absolument. vous mettrez sur le site. Oui, comme chaque jour. Donc, en fait, comment on les a découverts, ces continents C'était en 1997. Charles Moore, un navigateur qui tombe nez à nez dans le Pacifique Nord avec ce premier continent de plastique. Donc, on s'est tout de suite dit, tous les scientifiques, tous les chercheurs se sont dit, il va falloir qu'on apprenne un peu plus sur ces continents, comment ils se forment, afin de pouvoir lutter contre. Donc, il y a une expédition qui a été montée, qui s'appelle le 7e continent, qui est en charge d'explorer chacun de ces gyres, donc chacun de ces océans de plastique, de ces mers de plastique, pour essayer de comprendre comment ils se sont formés. Après, du coup, on a imaginé là, en ce moment des solutions. D'ailleurs, il y a un jeune de 16 ans qui s'appelle, il a un nom un peu compliqué, Boyan Slat, qui a imaginé un aspirateur géant pour donc récupérer les déchets. En plus, il a trouvé une petite économie, tout un écosystème qui va permettre donc en plus des déchets qu'il récupère, de les revendre pour créer pour fabriquer donc de nouveaux aspirateurs. Donc c'est quelque chose d'assez fonctionnel. Et en plus, donc en 2016, donc son système va être testé en grandeur nature, enfin à échelle réelle. Donc j'espère que ça va fonctionner. Voilà. Sinon, il y a d'autres solutions. Il y a Charles Moore qui nous a dit donc, il fallait réserver en fait le plastique non pas aux objets du quotidien, mais pour les objets qui durent. Par exemple, pour fabriquer une chaise, oui, au plastique, mais par contre pour boire de l'eau, on va essayer d'éviter. Surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, une bouteille en plastique
mais vous l'achetez, vous l'oubliez sur le bord ici, elle tombe dans les égouts, elle part dans la Garonne par exemple, et ensuite terminera certainement son trajet donc, sur un de ces continents, peut-être dans l'Atlantique Nord, et cette bouteille mettra 450 ans à disparaître. Voilà, surtout que ensuite, il se désagrège ce plastique, ça fait des petites billes qui vont être après mangées par les poissons, donc on va retrouver dans notre assiette après, ce qui n'est pas super agréable, ou qui vont être mangées par des oiseaux, donc qui eux-mêmes seront dévorés peut-être par d'autres animaux. Donc une sorte, finalement, ce qu'on jette aujourd'hui, on peut le retrouver dans notre assiette demain, donc on va essayer d'éviter. Et voilà. Donc il y a eu une journée aussi pour limiter ça, c'est la journée sans plastique, c'est le 3 juillet en France. Enfin, c'est une journée internationale, donc voilà, donc on a des mesures, on sait quoi faire, éviter d'acheter des choses en plastique, mais le 8e continent... On va en parler dans la suite de l'émission du fameux plastique qui, effectivement, pose des gros problèmes à l'océan. C'est fini ? Oui, c'est fini pour Merci. moi. Noureddine Benazdia, qui chaque jour vient, journaliste chez Milan, vient nous expliquer une notion, comme il sait si bien l'expliquer aux enfants et aussi aux grands. L'océan, cet élément qui représente quand même 2/3 de la surface terrestre, la moitié de notre oxygène et 1/3 du CO2 absorbé, l'océan indispensable. Catherine Jandel, océanographe au CNRS, devait venir nous expliquer. Elle a malheureusement un contretemps de dernière minute. On l'excuse, on espère peut-être la retrouver demain. On va quand même continuer à parler de l'eau, puisque c'est le fil rouge un petit peu de cette émission aujourd'hui. De l'eau, que d'eau, des poissons rouges, et puis aussi de l'eau prodigieuse. Laetitia, bonjour. Bonjour. Laetitia, c'est notre coach changement du jour pour, comme chaque jour, un petit tuto qui tue. C'est vrai que les tutoriels, c'est un peu une révolution du web depuis 10 ans. Avec le web, c'est complètement accessible, pardon. Chacun a trouvé cette idée un peu géniale d'aller poster des gestes, des savoir-faire sur Internet. Et donc, on peut apprendre à peu près tout, y compris, par exemple, de faire du maquillage. Hier, j'ai fait du bricolage. Aujourd'hui, Laetitia, vous allez nous donner quelques petits trucs beauté. Tout à fait. On va parler un petit peu aujourd'hui de l'huile prodigieuse. La fameuse huile prodigieuse qu'on adore toutes. Voilà. Sauf que là, on va la réaliser très très simplement avec de l'huile végétale de bonne qualité. Ça, c'est très important. On sait que l'huile végétale est l'ingrédient le plus précieux de nos cosmétiques. Simplement, généralement, il est présent en petite quantité, finalement. Donc là, on va faire une huile prodigieuse. Je vais démarrer directement. Je vous aide. Alors, je vous tiens le micro. Merci beaucoup. Alors, ici, on va sélectionner une huile un petit peu sèche, déjà, de manière à ce qu'elle soit absorbée par la peau assez rapidement. Donc, on va prendre pépins de raisin. Donc, vous voyez, on prend... Là, moi, je prends un petit flacon comme ceci. Ce n'est pas la peine de réaliser une grande quantité. Donc, on va faire à peu près 10 ml d'huile de pépins de raisin. Donc ici, on a des vertus régénératrices, voilà. Sachant que toutes les huiles ont des vertus d'hydratation très intenses et elles sont riches en vitamines A, B, E, F. Et on en voit plein, c'est vrai maintenant, des huiles dans les produits de beauté, des huiles simples. C'est les mêmes ? Alors, ce sont les mêmes, sauf que nous, on va mettre uniquement des huiles végétales. Alors que dans les produits de beauté qu'on voit dans le commerce, il y a beaucoup d'huiles minérales. Et on sait que les minéraux ne produisent pas d'huile. Donc, ce sont des produits issus de la pétrochimie. D'accord. Voilà. Et ça, en fait, on ne le sait pas. Je veux dire, si je prends l'huile de la belle marque qu'on a citée, c'est de l'huile minérale ? Non, pas forcément. Ça dépend des industries. Hein. Là, je n'ai pas étudié précisément la formulation, mais on sait que très certainement, il n'y aura pas que des huiles végétales. Voilà. Donc, il faut des huiles végétales. Voilà, c'est celles qui nourrissent, en fait, parce que l'huile minérale, c'est un dérivé donc pétrochimique et n'apporte pas de nutriments à la peau. Voilà. Donc, ça ne sert à rien pour notre beauté. Non, voilà. Rien du tout. Voilà. En plus, c'est très cher. Enfin, pour nous, consommateurs, pas vraiment pour les industriels. Et ça n'amène rien. Donc voilà. Donc ici, tout simplement, j'ai mesuré, j'ai fait un mélange de 2 huiles, noyau d'abricot et pépins de raisin. Je les verse dans mon petit flacon que j'aurai préalablement désinfecté. Voilà. Donc ça, j'ai déjà mon soin. Déjà, je pourrais l'utiliser comme ceci.
Je vais rajouter un peu de vitamine E, qui est un conservateur. Oui. Voilà. Donc, si j'arrive à l'ouvrir, c'est classique. Hop, voilà. Donc, ça, on les trouve dans les magasins un petit peu cosmétiques ou en ligne. Hein. Hop, je mets 2 gouttes, vous voyez. Ça va, j'agiterai ensuite. Et ensuite, comme on veut une huile prodigieuse, on va rajouter. Donc, ce sont des paillettes de qualité cosmétique. Alors, je prends mon petit entonnoir qui est ici. C'est pas les paillettes, non. C'est pas les mêmes. Non, c'est pas du tout les mêmes. Il faut vraiment pas utiliser les paillettes du commerce qui sont faites pour la déco, le papier, les choses comme ça. Ici, là, il faut les commander en ligne. D'accord. Là, en l'occurrence, je les ai commandés chez Aromatizy qui est dans les Pyrénées. Ah, super. Voilà. Donc, ce sont des producteurs et ils revendent aussi sur un site internet. Donc, c'est minéral, les paillettes? Alors non, là, c'est c'est pour le côté glam, hein, ça apporte rien, hein, on est d'accord. Mais c'est sympa. Voyez, Ah, c'est simple, c'est joli en fait. Ouais, voilà. C'est tout simple. Voilà. Déjà, ça, c'est tout simple. Je referme. Vous voyez, j'en mets plus ou moins selon ce que je veux. J'agite. Et ça y est. Et c'est fait. C'est magique. C'est prodigieux. C'est prodigieux. Voilà. Super. Donc, vous pouvez l'essayer. Vous en passez un petit peu. Voilà. Donc, vous aurez toutes les vertus intéressantes des plantes. Et en plus, le côté pailleté qu'on aime bien, un petit peu glam. Ouais, super. Moi, j'adore. Voilà. Ouais, ça... Voilà. Donc, toujours agité, hein, mais l'huile qu'on connaît du commerce, on doit l'agiter aussi. Donc, finalement, il n'y a pas de changement. Je vais briller. Daniel va adorer. Voilà. Là, c'est sûr. Tu ne me fais pas un compliment, Daniel, je te préviens. Voilà, super. Alors, vous voyez, c'est tout simple. On peut réaliser exactement la même chose avec des huiles, là, un petit peu plus riches. Là, on a utilisé des huiles dites sèches. Là, on va pouvoir utiliser des huiles un petit peu plus riches, telles que germe de blé. On fait la même chose. On rajoute un petit peu d'huile essentielle. Et là, on a un sérum. D'accord, super. Vous voulez qu'on le fasse ou Non, juste, voilà. Je voulais vous demander, c'est vrai que vous disiez... les huiles minérales, végétales, en fait, distinction de base, mais très importante. Oui. Et on en reparlera demain parce que vous nous proposerez autre chose demain de très différent. C'est vrai qu'on a parlé des océans et du plastique et vous disiez l'intérêt de faire ces cosmétiques. Alors là, on a vu, c'est hyper simple. On n'est pas obligé de se lancer dans des crèmes un peu sophistiquées qu'on peut acheter si on n'est pas complètement fada de cette manipulation-là. Mais vous disiez sur les cosmétiques, l'intérêt de fabriquer soi-même, c'est qu'on peut trouver des produits qu'on finalement ne trouve pas dans le commerce. Et il y a une question sur le plastique, justement, voilà, alors, qui est importante, Laetitia. Tout à fait. Alors là, on s'est rendu compte dans une étude assez récente, qui est parue dans l'Express récemment, qu'il y avait un demi-million au kilomètre carré de microbilles plastiques au fond des océans. Oui. Que l'on trouve en fait dans nos exfoliants et dans les dentifrices, par exemple. Voilà. Noureddine en parlait tout à l'heure, et en fait, c'est ça. Tout à fait. Et ces microbilles plastiques ne sont pas filtrées par les stations d'épuration. C'est trop petit. C'est trop petit, absolument. Ouais. Donc ça passe au travers des stations, on les retrouve au fond des océans, ingérées par les poissons très probablement, et par nous, au bout d'un moment, on les mange à nouveau. Voilà. Alors que très simplement, vous utilisez du sucre fin, un peu de sucre fin, un peu de miel, voilà. On peut même rajouter ici, on a mis des amandes, des poudres d'amandes, on l'a dans le placard de la cuisine. Ça peut servir pour faire le fameux peeling ou le gommage, là? Absolument, vous mélangez tout. Parce que sinon, c'est du plastique. Voilà, ce sont des microbilles plastiques. D'accord. Alors que du sucre fin aura l'effet exfoliant recherché, en l'occurrence. Je ne savais pas. Et voilà, et donc ça va fondre, et donc là, il n'y a aucun rejet. Et donc, comme on sait qu'en plus, les produits cosmétiques ont une nocivité depuis leur fabrication finalement, parce que les composés plus ou moins douteux qui en font partie ont un impact. Voilà. Ensuite, on les retrouve dans les eaux usées et par force, on les retrouve dans nos rivières, dans l'océan. Donc, on s'implique sur la préservation de l'eau également. Une information précieuse. Voilà. Merci Laetitia. Avec plaisir. Vous êtes membre d'une association en fait qui s'appelle My Visa City. My Visa City. Et votre objectif en fait, c'est de faire ça, des petits ateliers pédagogiques pour apprendre aux petits et aux grands. Des choses simples en fait. Exactement, les bons gestes du quotidien, très simplement, précisément autour de la cosmétique
et de l'entretien naturel. Et on fait des petites conférences autour des impacts, surtout des produits d'entretien naturel, et surtout des petits gestes comme ça très simples qu'on a oubliés finalement et qu'on a utilisés durant des millénaires. Donc voilà. Super, merci beaucoup d'être venu. On vous retrouve demain. Très bien. Vous viendrez nous montrer autre chose justement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut retrouver aussi le site internet. Je prends l'huile, c'est pour Daniel. On peut retrouver le site internet de Mavisa City, où vous regarderez un petit peu ce qu'on peut faire, les différents tutoriels, et puis prendre rendez-vous peut-être justement pour animer, accueillir un de ces petits ateliers pédagogiques. On va faire peut-être, si on peut, un petit tour sur le dessin de Vincent Gardel. Vincent Gardel est l'un des membres dessinateurs d'un collectif de facilitateurs graphiques. J'aime beaucoup ce nom qui parfois nous joue un peu des tours. Vincent Gardel qui dessine donc pendant l'émission le contenu de ces interviews pour rendre visible et parfois rendre plus accessible, plus compréhensible ce que l'on dit autour du climat. C'était un peu aussi une envie de Place to Be, où on aime beaucoup ici à la rédaction le dessin en particulier. À l'heure du déjeuner, puisque c'est l'heure, nous sommes environ quelques millions à utiliser une barquette en plastique. On l'achète au supermarché, il y a un steak dedans, on est dans une maison de retraite, dans une cantine, et notre repas est servi sur une barquette en plastique. Contrairement à la chanson, la barquette en plastique, le plastique, c'est pas du tout fantastique, c'est plutôt une catastrophe écologique. On en a parlé depuis le début de cette émission. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'accueillir Olivier Mas. Bonjour. Bonjour. Olivier, vous êtes le gérant de Cellulopac. Oui, c'est ça. Voilà. Et vous, en fait, on peut dire que votre produit, c'est le bon produit au bon endroit, au bon moment. On espère bien en tout cas. C'est vrai que je vous ai amené des exemples, mais tout le monde les connaît. Ça, c'est des barquettes qui sont en plastique. Ces exemples-là, c'est des barquettes qui sont utilisées principalement dans la restauration collective. Et principalement, les enfants, les jeunes enfants mangent dans des barquettes en plastique comme ça, qui sont préparées à l'extérieur de l'établissement, puis livrées dans l'école, réchauffées dans l'école, et après servies aux enfants à table. Donc c'est un côté, pour faire une rime de la continuité de ce que vous disiez avant, le plastique c'est très pratique, mais effectivement ça n'est pas écologique, puisque tous ces déchets après sont jetés avec tous les restes alimentaires et finissent en incinération. Donc fort de ce constat que tout le monde fait depuis longtemps, hein, c'est pas quelque chose de nouveau. Nous, on a développé une barquette en cellulose moulée, donc qui est faite à base de fibres de papier français, et qui est notre innovation en fait, c'est qu'on applique un film plastique compostable à l'intérieur de la barquette pour l'étanchéité. Donc l'intégralité de la barquette est compostable. Parce que la contrainte technique en fait de ce produit, c'est qu'il faut qu'il soit parfaitement étanche quand même. Exactement. Et là, en fait, vous avez beaucoup travaillé pour trouver finalement la solution. C'était pas si simple. Non, c'était pas si simple. Ça paraît tellement simple en fait. Ouais, ça paraît, mais c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'il faut trouver. Enfin, faire une barquette en cellulose moulée, c'est relativement simple parce que y a pas mal de gens qui le font, pas tellement en Europe, mais beaucoup en Asie. Les gens le font déjà. Nous, notre innovation, c'était déjà de trouver le bioplastique qui était entièrement compostable, qui allait pouvoir adhérer parfaitement à la barquette pour l'étanchéité, comme vous le disiez, et qui surtout allait résister à des remises en température. Puisque comme les aliments ne sont pas cuits dans la barquette, mais réchauffés dans la barquette, il faut que le film plastique résiste enfin bioplastique, hein, je reprécise bien, il faut que le film plastique résiste à la remise en température et concrètement ne fonde pas. Donc c'était ça qui était compliqué. Et puis après c'était bien beau de savoir comment il fallait faire en théorie, mais il fallait pouvoir le faire. Donc c'est pour ça qu'on a créé la société Cellulopac, qui est une jeune société à Castel-Sarrazin dans le Tarn-et-Garonne, qui a seulement 2 ans. Et on démarre en ce moment même la fabrication des barquettes. Alors je le disais, dans le Saubert, il y a un marché qui est énorme, parce que j'ai effectivement trouvé ce chiffre de 15 milliards de barquettes. Il est un petit peu flou, parce qu'en fait, ça peut être beaucoup plus. On a du mal en fait, à compter très précisément le nombre de barquettes qui est utilisé, tellement il est énorme. Mais c'est un marché pour vous qui est gigantesque. L'intérêt aussi, au-delà de votre innovation, qui est votre première prime, c'est aussi que vous êtes adapté en fait, à un besoin de prix de vos acheteurs potentiels, de vos clients potentiels. Parce qu'en fait, la barquette en plastique, c'est pas forcément cher. Ce qui leur coûte cher, c'est le recyclage. Oui.
Donc votre produit en fait est adapté à ce problème-là. Oui, exactement. Alors déjà pour revenir sur les volumes, effectivement, on ne sait pas quantifier exactement le nombre de barquettes alimentaires qui sont utilisées en France par an, mais on l'estime à peu près à 15 milliards, donc ça c'est tout confondu, mais c'est l'aluminium, le plastique, le polystyrène, mais de toute façon c'est des volumes qui sont énormes, auxquels nous on s'attaque de manière très modeste, parce que de toute façon on a une capacité de production qui va être limitée au regard de l'importance du marché. Donc nous on veut viser les gens qui sont vraiment intéressés par le bio, par l'écologie et par le compostable. Donc effectivement, la barquette en plastique ne revient pas très cher puisque c'est un produit c'est une technologie qui est mature et qui se fait depuis longtemps. Donc les process permettent d'obtenir des prix qui sont relativement faibles. Donc nous, on savait qu'il fallait qu'on se positionne pas très loin de ce prix-là. Donc on estime qu'entre 15 et 20% de prix d'achat supérieur, c'est quelque chose d'acceptable pour les consommateurs, sachant qu'il y a une grosse prime à l'écologie, puisque comme vous l'avez compris, la barquette est entièrement compostable. Et qu'on a un coût de revient de fabrication du produit qui est... C'est du papier. C'est du papier. C'est du papier, ouais. Du papier... Recyclé ou... Non, alors celui-là, il est vierge. C'est vraiment du papier. Ouais. Pour une question de législation, en fait, et de contact alimentaire, on a l'obligation de travailler avec du papier vierge. d'encre et tout ça. Exactement. Ouais. Mais on fait aussi des papiers... pas des papiers, on fait aussi des produits à partir de cartons recyclés. Par exemple, tous les journaux invendus, les cartons de déménagement, les cartons de supermarché, on les transforme pour en faire d'autres emballages. Donc là, on est en plein dans l'économie circulaire et on utilise les déchets des autres. Donc c'est une autre application qui est intéressante. Quel est aujourd'hui le principal frein à votre développement ? Alors, le principal frein, je dirais que c'est que nous, on est situé dans le domaine de l'industrie. Donc comme toute industrie, c'est des investissements qui sont lourds au départ. Il faut acheter des grosses machines, etc. Donc c'est une dynamique qui est assez difficile à lancer et qui coûte cher, qui revient cher. On a la chance d'être suivi quand même par des partenaires, y compris bancaires, qui nous permettent de nous lancer. Et puis je dirais aussi que outre la difficulté de lancer une industrie, c'est la réticence au changement. À savoir que ces barquettes aujourd'hui, finalement, si on raisonne de manière très, très personnelle, elles sont très pratiques, elles font très bien le job. Donc changer pour quelque chose de plus écologique, on va obliger les gens à changer un peu leurs habitudes, mais pour le bien collectif. Donc c'est changer les habitudes qui est le plus difficile. Dans toutes les difficultés que rencontre le créateur d'entreprise aujourd'hui, y compris quand il a une innovation qui est bonne, un marché qui est énorme et que tout est là, se rajoute cette difficulté d'aller convaincre et de travailler sur cette notion de réticence au changement ? Oui, c'est sûr. Même si nous, on a travaillé dessus. On communique, on essaie d'expliquer. Alors nous, on a quand même quelque chose qui va vraiment pour nous, c'est que ces barquettes en plastique-là, telles que vous les voyez, elles ne sont pas interdites en tant que telles, mais par contre, tous les gros consommateurs de déchets qui sont les cuisines centrales ou les écoles ont l'obligation d'augmenter leur part de biodéchets dans leurs déchets. C'est la loi, du coup, qui vous aide. C'est la loi qui nous aide, sauf qu'il y a la loi, et puis après, il y a l'application de la loi qui est... Le gendarme. Il faut la loi et le gendarme. Effectivement, aujourd'hui, il y a la loi, il n'y a pas le gendarme. Alors, de toute façon, il n'y avait pas de solution alternative, donc le gendarme, quelque part, n'avait pas grand-chose à faire, mais c'est vrai que... Ça nous aide quand même à changer les habitudes des gens, c'est que les gens devront de toute façon passer à des solutions beaucoup plus écologiques et donc la loi les y contraint de plus en plus. On jette un petit coup d'œil au dessin de Vincent Gardel qui vous a croqué dans une barquette en cellulose moulée. Une grande barquette. Olivier Mas, pour vous, l'engagement sur ce créneau, c'est un engagement d'opportunité ou c'est un engagement de marché et c'est aussi des valeurs ? C'est tout à la fois, effectivement. Nous, il faut bien comprendre qu'on a créé Cellulopac pour fabriquer des emballages compostables. On ne fait que des emballages qui soient compostables, c'est-à-dire qui disparaissent naturellement dans la nature, dans votre tas d'herbe si vous tondez la pelouse le week-end. Donc c'était quand même une vocation au départ de créer une société uniquement sur ce créneau-là. Après, effectivement, l'opportunité, le fait que nos clients nous demandent ce type de produit depuis plusieurs années. Donc voilà, c'est l'opportunité, les besoins du marché, l'envie de créer une entreprise, l'envie d'apporter un produit qui apporte une vraie valeur ajoutée à la société, encore une fois à notre échelle. Et la possibilité quand même d'envisager une vraie réussite entrepreneuriale. Ah oui, bien sûr, les marchés sont... Il y a du business potentiel très fort. Les marchés sont très importants, donc nous on veut viser des parts de marché à valeur ajoutée avec des gens vraiment intéressés par les démarches environnementales, mais il y a des perspectives qui sont importantes. Merci beaucoup. Merci Olivier à vous. Mas. Bonne chance, Merci. bonne continuation. Au revoir. Merci.
Toute cette semaine, à Place to Be, nous avons choisi aussi de relayer l'activité, l'innovation des entreprises de Toulouse, de la région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon. Je vous rappelle que dans le cadre de cette semaine, il existe un challenge et un engagement, un défi qui s'appelle 100 entreprises pour le climat. Vous pouvez aller sur le site de Place to Be Toulouse pour retrouver le lien vers cette entreprise. Je vous le rappelle, il est assez simple. Si vous êtes une entreprise de la région, que vous acceptez de vous engager pendant 2 ans à afficher tout simplement vos consommations énergétiques, à les rendre publiques et à vous engager effectivement à réduire votre consommation, eh bien ce sera votre engagement et vous pouvez rejoindre ainsi les 100 entreprises pour le climat. C'est un engagement auquel on tient, on le sait, la COP21, c'est l'engagement des nations. Les entreprises ne sont pas comprises dans le travail de la COP21, mais ici, en région, à proximité, on le sait que c'est un acteur stratégique. Zifan Liu est revenu. Bonjour Cécile. Bonjour Zifan. Alors, chaque jour, vous nous présentez un objet tendance, puisqu'on a décidé aussi que ce n'était pas parce qu'on parlait d'environnement qu'on allait se priver de tout. Exactement. On a parlé de l'économie circulaire, on a parlé du recyclage, de la revente, de l'occasion, mais on a aussi le droit de s'acheter des choses neuves qui ont une certaine valeur. Exactement. Et qui sont belles. Alors là, c'est pas totalement neuf. Bon, en fait, aujourd'hui, c'est le thème, ça va clairement tourner autour de la musique. J'ai ici une enceinte valise. En fait, une ancienne valise des années 50-60. Très belle. Très belle valise de la marque Samsonite. Et en fait, c'est un créateur toulousain qui s'appelle Paco, qui travaille pour la Boombox Factory et qui en fait revisite des anciennes valises et pour en faire des enceintes. Donc on va écouter un petit morceau, c'est toujours sympa. De votre iPhone, en fait. De mon iPhone. C'est ça. Donc en gros, ça marche avec... ça marche en Bluetooth, on peut aussi brancher un câble jack. C'est génial. C'est génial. Bon, j'ai mis une petite On peut chanson danser, un peu, voilà. Mais c'est une musique, c'est une valise, on peut s'en servir en soirée. Ça marche sur batterie. Oui, et c'est mobile. C'est mobile. Bon après, je vous demande pas non plus de mettre le son à fond au fond du bus. Comme des jeunes pourraient le faire. Non, c'est pas ce que je vous demande. Vous êtes encore jeune. Mais oui, moins qu'avant, mais bon. Mais non, en soirée, c'est parfait, ça a 18 heures d'autonomie. C'est un petit prix quand même, ça coûte 499 €. Un beau cadeau de Noël voilà, aussi. un beau cadeau de Noël, ce sont des pièces uniques. À retrouver sur le site, plein de bonnes idées de cadeaux de Noël. Exactement. Donc on va couper. Et sinon, j'ai d'autres, vous savez que le vinyle revient en force. Oui. Bon, ça fait un petit moment déjà. Ça fait un petit moment, mais là c'est vraiment le cas. C'est donc un cahier de la marque Funky Vinyl qui... non, là c'est Bubustop, une entreprise bordelaise qui en gros se sert de vinyles qui soit n'ont pas marché. Donc là par exemple c'est un conte musical de Philippe Châtel. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez. Classique. Et donc voilà, en fait c'est soit des vinyles qui n'ont pas été utilisés ou alors qui sont rayés. Donc ils en donnent une nouvelle jeunesse et ça fait un beau cahier. Ici pareil avec l'entreprise toulousaine cette fois, Funky Vinyl. Donc c'est des horloges faites en vinyle aussi que pas grand monde écoute. Donc là c'est James Bond, mais il y a plusieurs modèles et c'est tous des modèles uniques aussi. Donc des beaux petits cadeaux de Noël. C'est joli, ouais. Et là ça tourne aux environs de 20-30 €, donc c'est un peu plus accessible. Aussi. Donc c'est sympa. Un cadeau tout à fait dans notre économie circulaire, Exactement. assez joli et original. Exactement. Merci Zifan. Je ne reparle plus des filles Demain. et tout ça. Demain c'est promis, on finit la semaine en beauté et puis ça plaira à tout le monde. Des promesses. Je les tiendrai. Des promesses. Je les tiendrai. Merci beaucoup Zifan pour cette chronique. Un petit clin d'œil avant de terminer avec notre chronique livre. Je voulais dire un grand merci au Journal Toulousain que je vous invite à acheter aujourd'hui puisqu'il fait partie de nos partenaires de la presse ici à Toulouse. Ils sont importants ces partenaires. Le Journal Toulousain qui vous propose aujourd'hui un cahier spécial consacré à la COP21 et à la rédaction de Place to Be avec à l'intérieur un beau supplément. Je remercie toute la rédaction et en particulier la rédactrice en chef Coralie Bombay. On a pas mal souri parce qu'il y a beaucoup de filles ici à la rédaction de Place to Be et Daniel qui va nous rejoindre, va nous expliquer peut-être que en fait, les filles sont les premières sur le climat, sur l'engagement et sur l'action. Merci donc au Journal Toulousain. Je vous invite à l'acheter. Il est en kiosque et vous verrez une partie de la production de la rédaction cette semaine. Daniel s'assoit.
Bonjour Daniel. Bonjour Cécile. Non, il n'y a pas que des filles à Place to Be. Il y a de toi. Il y a aussi des garçons. Et le climat n'est pas qu'une affaire de filles. Le climat est aussi une affaire de tous. De tous. Voilà. Et donc de garçons. Alors pour avec nous, messieurs. Donc Cécile a présenté le journal toulousain, donc du coup je le refais pas. Non. Ah non, je le refais pas. Donc je vous ai amené un ouvrage, c'est le livre du jour. Donc au 5e jour de la négociation au Bourget, la COP s'embourbe un peu, disait ce matin France Inter là, et Laurent Fabius n'était pas 100% satisfait. Et il a donné un petit coup sur la table pour dire qu'il faudrait avancer plus vite. Et alors du coup, pour aider les négociateurs et les délégations des 195 États plus l'Union européenne qui vont décider le 11 décembre qui vont décider l'avenir de notre monde, je voulais leur offrir un petit livre à lire pour qu'eux aussi aillent plus vite, plus fort et plus loin, de manière à ce qu'on atteigne bien les 2 degrés maximum. Et donc je voudrais leur conseiller ce petit livre-là, qui est Nos voix d'espérance. C'est un livre, c'est 10 entretiens avec 10 grands témoins pour retrouver confiance. Alors parmi eux, il y a Nicolas Hulot, Frédéric Lenoir, Éric Orsena, il y a aussi Pierre Rabhi, Anne-Sophie Novelle. Anne-Sophie Novelle, je le répète, qui est celle qui est l'initiatrice de Place to Be à Paris, voilà. Et Abdel Malik. Et je voudrais citer un court paragraphe d'Abdel Malik dans Nos voix d'espérance. Il disait, vous voyez, je l'ai lu parce que hier je me suis fait chambrer en disant le livre numéro 2, tu ne l'as pas lu. Si, je les ai lus. Et celui-là, il est lu. Alors, ce livre il n'est pas très vieux, hein. Il date de 2014, donc il a à peine 2 ans. Voilà ce qu'écrivait dans Nos voix d'espérance Malik. Il disait « Ma démarche est de rappeler cela pour rendre l'espoir, car les gens parlent toujours de ce qui va mal et se réfugient dans l'obscurité. Mais moi, j'ai plutôt envie d'allumer une bougie, en 2014, hein, et de montrer qu'on peut réussir des choses positives ensemble. J'ai la foi, je crois en mon pays, je crois en la France, et je pense qu'il faut se donner les moyens pour montrer vraiment ce à quoi nous croyons. C'est en montrant l'exemple que nous nous ferons entendre. Je ne me fie pas aux vœux pieux, je crois à la puissance de l'exemple concret. Et ici, à Place to Be, pendant cette semaine, on a cherché à donner des solutions et des exemples concrets. Parce que nous sommes français, nous avons un héritage culturel d'une exceptionnelle richesse. Nous sommes les dépositaires d'une longue et riche histoire. Sans cesse, nous nous sommes réinventés. Notre aventure n'est pas finie. L'aventure du climat n'est pas finie, elle débute. Et l'aventure de Place to Be continue demain. C'était la journée de l'eau, donc je voudrais souhaiter à tous nos amis qui nous écoutent bon appétit, et puis au climat et à l'eau. Chin chin. Merci. Merci beaucoup Daniel. Place to Be, le magazine télé de la mi-journée, c'est terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à demain pour la dernière de la semaine. Ce sera à 12h30 avec plein d'invités, plein d'idées, des solutions, et nous retrouver, vous inscrire sur notre site internet placetobe-toulouse.org avec un abonnement à notre newsletter décalée, synthétique, orientée solutions. Elle est positive, elle est drôle. Toute l'équipe se mobilise pour vous et pour vous offrir cette information un peu différente et ce récit différent sur le climat. Merci, à demain.